ce matin, à 9h du matin, de l'étude réalisée par Via Voice sur le traitement éditorial de la crise sanitaire. Alors une étude réalisée pour les Assises internationales du journalisme de Tours en partenariat avec France Télé, France Télévisions, France Média Monde, le Journal du Dimanche et Radio France. Quel regard est-ce que vous portez sur l'information? Qu'est-ce que vous en attendez? Eh bien, pas exactement ce que vous avez trouvé dans la presse, à la télévision, à la radio ces derniers mois. Et ça, c'est un euphémisme. Si l'on en croit le sondage qui a été publié par les Assises, via le baromètre Via Voice, 60% des Français jugent que les médias ont trop parlé du Covid. 28% ont trouvé cette façon d'informer absolument catastrophiste. Et puis pour un tiers, eh bien, la peur a tout simplement servi à faire de l'audience. Donc tout ça, c'est évidemment un jugement sévère, c'est un jugement qui est dur et ça appelle une réponse de ceux qui nous délivrent l'information et surtout ceux qui dirigent. Et ils sont là ce soir parmi nous, donc je les appelle à se diriger vers nous et à venir répondre à ce baromètre Via Voice également avec eux. Stuart Shaw, consultant de l'Institut Via Voice, et c'est vous qui allez commencer par nous expliquer un petit peu ce que vous avez trouvé dans le baromètre. À vos côtés, on va trouver Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, Cécile Mégy, directrice de la radio de Radio France Internationale, la seule femme de cette assemblée. Et Cyril Petit, directeur adjoint de la rédaction du JDD, que nous avons déjà vu aujourd'hui sur scène. Éric Valmire, qui est le secrétaire général de Radio France. Alors Stuart Shaw, la parole est à vous. C'est vous qui avez travaillé sur cette étude et vous êtes venu faire un petit compte-rendu rapide et illustré de ce qu'on y trouve. Merci infiniment pour cette invitation. Alors d'abord, c'est toujours ravi de réaliser depuis maintenant 3 ans une étude, un baromètre, une enquête qui vise à présenter le regard que les Français portent sur leur médias d'information et quelles en sont les attentes. Alors évidemment, le contexte actuel rend encore plus intéressant, en tout cas je l'espère, c'est les résultats de ce baromètre. Alors peut-être avant de revenir en détail sur les différents résultats et laisser réagir évidemment les invités, vous rappelez peut-être les 3 grands constats que dresse l'enquête. Alors le premier, vous l'avez déjà évoqué, c'est effectivement un traitement de la pandémie qui est jugé plutôt sévèrement par l'opinion publique, on verra à travers plusieurs indicateurs, mais que ce jugement sévère ne remet absolument pas en cause, c'est le deuxième constat, l'utilité même du journalisme, de l'institution de l'information que les journalistes et les médias représentent, et que finalement, et c'est le troisième constat, ces différents résultats révèlent surtout une exigence assez forte défoncée à l'égard de cette institution de l'information, qui dans un contexte où finalement on se rend compte qu'on découvre peut-être même une forme d'incertitude, de devoir vivre avec cette incertitude, de devoir composer avec, et qui génère effectivement peut-être une forme de vulnérabilité aussi collective que certains n'avaient sans doute pas vécu aussi concrètement dans le quotidien avant cette crise sanitaire. Donc voilà pour les 3 constats. Alors, si on revenir un petit peu sur les résultats marquants, c'est les slides qui vont arriver, il me semble. Voilà. Alors, premier point sur le traitement évidemment de la crise sanitaire. Alors, on se rend compte qu'effectivement, sur la nature de l'information, les Français estiment que l'information qui a traité la pandémie a été pour la moitié d'entre eux en semaine excessive et pour un peu moins d'un tiers catastrophiste. Alors, ces résultats, ils sont évidemment à nuancer compte tenu de la nature même de la crise sanitaire et qui sont un peu difficiles de traiter de ces événements-là avec un aspect peut-être un peu plus positif. Mais ces résultats, ils sont surtout analysés avec d'autres résultats qui viennent juste après et qui décrivent, là encore une fois, cette incapacité peut-être des médias et des journalistes à favoriser ce que les Français attendaient dans cette période,
à tort ou à raison d'ailleurs, l'apaisement et la protection. Alors sur cette question, vous le voyez, les Français sont assez clairs. Ils sont 43% à estimer que les médias ont plutôt alimenté la peur du virus, et pour un peu plus d'un tiers d'entre eux, 32%, qu'ils ont même utilisé cette peur pour faire de l'audience. Donc vraiment une majorité de Français qui décrit un petit peu l'utilisation, le traitement médiatique de la pandémie. Alors il y a d'autres chiffres qui nous semblaient assez intéressants, évidemment, qui peuvent être source de discussion. Alors ils vont venir juste après. C'est d'abord la place, alors je ne sais pas si c'est d'abord la place, alors voilà, la place de la pandémie dans les médias. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, des Français qui trouvaient excessif le traitement de la pandémie, 60% d'entre eux estiment qu'on a accordé beaucoup trop de place finalement à cette crise dans les médias, et on va le voir sur la slide juste en suivant, que finalement ce traitement médiatique qui semble pour certains évidemment amplificatrice d'une ambiance anxiogène, elle remet toutefois pas en cause l'utilité du journalisme dans l'absolu. Ce score-là qui a été publié ce matin, de 91% des Français qui estiment que le journalisme est un métier utile, témoigne de l'attachement assez viscéral des Français à faire bloc aux côtés des journalistes pour finalement, et pour reprendre un peu les mots d'une tribune qui a été publiée par certains d'entre vous ici, triompher cet amour indestructible de la liberté. Donc un attachement très fort à cette institution de l'information, évidemment, que sont les médias et les journalistes. Il y a un deuxième score, et c'est... alors, avant de revenir sur celui-là, un deuxième score qui apparaît pas sur l'écran, mais qui nous semble très intéressant, c'est que malgré le traitement de la pandémie, qu'on a vu assez décrié, 67% quand même des Français jugent que l'information dans l'absolu qui leur a été transmise pendant la crise a été utile pour leur vie. 23% jugent qu'elle a été très utile et 7% jugent qu'elle a été indispensable. Donc finalement, on n'a pas une remise en cause du journalisme, de son rôle essentiel dans nos expériences de vie au quotidien, mais on révèle plus des exigences et on les verra par la suite. Donc l'utilité du journalisme qui est confortée. Alors juste peut-être une petite parenthèse, parce que c'est un chiffre qu'on n'a pas publié, mais nous avons interrogé les Français sur cette même question juste avant la crise sanitaire, et il y a une progression de 5 points, vous le voyez sur les rappels, c'est-à-dire que la crise a presque amplifié cette utilité du journalisme. On était à 86% en février 2020, donc vous voyez juste avant le confinement, et on est à 91, donc vraiment ça prouve évidemment de l'attachement des Français à ce métier. Sur cette utilité-là, on peut passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est sur la pratique de l'information pendant la crise. Ce que disait Cyril Petit précédemment dans un des échanges d'aujourd'hui, les Français se sont massivement tournés pendant la crise vers le journalisme professionnel. Et ça aussi beaucoup plus qu'avant la crise. 77% des Français déclarent qu'ils font davantage confiance à l'information qu'ils trouvent eux-mêmes dans les médias. On était à 69% en février, donc c'est une progression là encore une fois de 8 points, donc très nette, et qui témoigne encore une fois de cet attachement au journalisme professionnel. Alors il y a évidemment un clivage générationnel qui est pas nouveau et qui s'explique par des pratiques de l'information un peu différentes entre les plus jeunes et les plus âgés, mais un attachement là encore une fois aux grands médias professionnels. Donc la slide suivante. Donc on le disait tout à l'heure, l'utilité perçue de l'information diffusée pendant la crise, 67%, vous le voyez, avec un détachement des 35-49 ans à 70%, et vous retrouvez le 7% indispensable, 23% très utile. Donc encore une fois, un traitement médiatique décrié, mais qu'il s'agit toutefois de nuancer, et qui ne veut absolument pas dire remise en question évidemment du métier de journaliste. Slide suivante.
Alors, ce qui est assez intéressant aussi dans cette enquête, c'est que nous avons interrogé les Français sur les attentes qu'ils ont envers les journalistes dans le contexte actuel et pour l'avenir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces attentes-là, elles sont en ligne finalement avec l'ensemble des constats que l'on vient de dresser et qui révèlent ce que je disais auparavant, d'une forme surtout d'exigence envers cette institution, à l'égard de cette institution de l'information. Ces Français, ils attendent d'un journalisme utile, qu'elle soit capable de relayer une parole experte et fiable, et que cette utilité-là, elle se conjugue surtout avec l'idée de la confiance. Et cette confiance, elle repose sur un triptyque essentiel qu'on voit très bien ici représenté. Une information qui est pratique pour 51% des Français, et cette utilité, elle signifie d'abord que cette information, elle doit leur servir dans leur quotidien et dans ce contexte de crise sanitaire pour se protéger eux et leurs familles. Une information qui est experte, on parlait de la place des experts dans les débats précédents, c'est une question aussi sur laquelle on pourra revenir. Une information experte qui donne du crédit finalement à cette information pratique. Et enfin, pour installer la confiance, une information qui soit vérifiée, donc ce qu'on appelle le fact-checking par les journalistes, puisque on sait évidemment que de nombreuses fake news circulent, et donc c'est une attente de plus en plus formulée par les Français du rôle des journalistes de vérifier l'information qu'ils diffusent. Alors, est-ce qu'il reste d'autres chiffres à commenter ? Sinon, je pourrais peut-être conclure et laisser la parole à nos invités. Voilà. Finalement, pour conclure un peu, ce que nous on trouve très intéressant dans ces résultats, c'est qu'ils laissent avoir deux choses. Peut-être structurant et qui illustre assez bien le moment dans lequel on vit, dans un temps évidemment incertain qui génère des préoccupations, qui génère des vulnérabilités aussi que l'on vit au jour le jour. Les Français cherchent toujours derrière les institutions, pouvoir public, l'institution de l'information, une parole qui fasse autorité, une parole qui fasse vérité. Et c'est peut-être dans cette démarche-là aussi que les attentes et les enjeux se décrivent. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous Stuart Shaw pour ce compte-rendu très complet et rapide en même temps, donc grand merci. Je me tourne vers vous Cécile Mégy, vous êtes la directrice de Radio France Internationale. Est-ce que d'abord, tout simplement, vous avez été surprise par ces résultats qui viennent d'être exposés ? Surprise, je ne sais pas. Je pense que les baromètres d'une année sur l'autre nous montrent. Alors, peut-être ce qui est surprenant, c'est de voir la confiance remonter. Et là, pour le coup... Donc vous préférez commencer par le positif ? Je préfère commencer par le positif et le verre à moitié plein, on va dire. La surprise, c'est presque le paradoxe quand même du résultat principal qui est de dire, en gros, vous en avez trop fait, vous avez été catastrophiste, vous avez été anxiogène, et en même temps... on vous a consulté, on a besoin de vous, et on vous a consulté et vu et regardé et écouté quasiment comme jamais. On a quand même des résultats d'audience qui sont assez faramineux. Pour le numérique, puisque c'est ce qu'on a mesuré le plus immédiatement, pour les sites de Radio France Internationale, alors, qui sont en français, qui sont en 15 langues différentes, mais là, on était en face d'un phénomène mondial, donc je pense que l'enseignement, ce sondage-là, cette étude-là concerne des publics français, mais nous, on a fait des études aussi un peu qualitatives auprès de nos publics d'Afrique francophone, par exemple. On retrouve les mêmes choses, hein, les marques refuges, les marques crédibles, l'envie d'information, le besoin d'information, bref, des audiences qui, pour les sites numériques par exemple de RFI, et le mouvement était assez similaire chez les autres, on a quasiment quadruplé nos audiences sur les mois de mars, avril, mai. Bon, après ça redescend, ça reste un peu plus haut, mais ça redescend quand même. Ça voulait dire qu'il y avait une appétence d'information. Et l'information, on ne l'a pas inventée, elle était anxiogène, elle l'est encore. C'était un phénomène mondial, donc il fallait le traiter dans toutes ses acceptions et toutes ses déclinaisons et tous ses développements. Et donc ça prenait beaucoup de place. Et je pense que de nous dire, on venait regarder, on venait chercher de l'information, et en même temps vous en parliez trop, bah, ça reste paradoxal, mais c'est l'intérêt. Est-ce qu'il y a pour autant un mea culpa à faire ?
Non, je crois pas. Non, franchement. Alors, on a fait des erreurs, forcément. Bien sûr, on a appris en marchant. On a peut-être invité parfois des gens qui avaient des paroles qu'il aurait peut-être fallu vérifier avant, mais on pouvait pas deviner ce qu'ils allaient nous dire, et donc après on les invitait plus parce que voilà, on a avancé en même temps que la science avance aussi. Hein. Les certitudes sur le Covid. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc je pense que voilà, les choses se sont faites progressivement. À l'échelle d'une antenne comme Radio France Internationale, qui se doit de donner un écho à ce qui se passe dans le monde entier, quand le seul thème dans le monde entier et le seul sujet dans le monde entier, c'est la Covid, ou le Covid au début, la Covid maintenant, ben voilà, on en parle tout le temps. Après, on réfléchit plus précisément sur des angles et des modalités de traitement, mais ça reste monothématique. Laurent Guimier, oui. Patron de l'information à France Télévisions, mea culpa ou pas? Non, pas mea culpa, ce qui n'empêche pas remise en cause permanente, questionnement, et d'abord questionnement sur... Est-ce qu'on peut allumer le micro de Laurent Guimier, s'il vous plaît? Vous m'entendez ou pas? Ou alors je parle pas assez fort? Ça va, vous m'entendez bien? Bon, ouf. Je refais un peu d'antenne quand même, c'est bien. Non, en revanche, remise en cause et questionnement sur l'apparent paradoxe de ce sondage. Et c'est vrai qu'on est troublé, parfois même mal à l'aise quand on voit ce sondage. On se dit, mais est-ce que les questions ont été bien posées? Oui. Et pourquoi, au fond, il y a cette contradiction? Et en y réfléchissant pas mal avec les équipes de France Télé, je me suis un peu gratté la tête aussi, puis j'avais beaucoup réfléchi au cœur de la crise sur ces questions. Et au fond, je pense qu'il faut juste reconnaître une chose, c'est qu'il est quand même très très rare dans l'histoire des médias ou dans l'histoire de toute société que 100% d'une profession soit autant actrice ou victime du sujet qu'elle est amenée à traiter. Et je pense que les comportements que nous avons eus en tant que journalistes pendant cette crise, ils étaient au moins autant dictés par des principes journalistiques de base qui régissent notre profession que par aussi la façon qu'on avait, nous, en tant qu'humains, papa, maman, grands-parents, enfants, de réagir face à cette crise. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi, alors oui, effectivement, il y a eu parfois de la surréaction, il y a eu de l'angoisse. Peut-être qu'en tant que journaliste, on a aussi transmis cette angoisse beaucoup plus que sur 99% des sujets qu'on est amené à traiter, parce que cette distanciation médiatique qui fonde le métier a disparu pendant cette crise pour les raisons qu'on sait. Parce que 100% d'entre nous avons été soumis aux mêmes peurs, aux mêmes angoisses, aux mêmes interrogations en tant que patients potentiels ou parents ou enfants de patients que ne l'ont été les membres de notre public. Donc je dis pas que je dis pas qu'il faut pas faire de mea culpa, mais je pense que c'est une clé d'explication qu'il faut pas rejeter parce qu'elle est troublante elle-même. C'est de se dire comment on va retrouver cette distanciation médiatique une fois que la distanciation sociale sera réintroduite ou abolie ou amendée. Moi je pense qu'il faut travailler autour de ça, continuer à travailler autour de ça parce que la crise n'est pas terminée, et se dire que la responsabilité des antennes, des journalistes et des médias, c'est d'être capable d'être à la fois patient et journaliste, donc de garder l'empathie mais la saine distance qui régit notre profession, pour essayer de comprendre aussi ce qu'est ce sondage, que je ne vois pas à ce stade comme un réquisitoire, mais plutôt comme le constat aussi que font les gens du fait que, en fait, vous étiez comme nous, vous étiez aussi flippés, c'est pas vraiment votre métier, mais on vous en veut pas forcément. Quand le journaliste n'est plus qu'un observateur, mais qui devient aussi acteur, qu'il est aussi concerné par le sujet, est-ce qu'il travaille moins bien, Cyril Petit ? Je ne sais pas s'il travaille moins bien. En tout cas, il doit aussi adapter son quotidien. On l'a tous fait dans nos rédactions on fait des métiers très collectifs. Et donc, remettre en place en quelques jours, en quelques heures, toute une organisation collective, c'est aussi... alors qu'en même temps, les gens doivent eux-mêmes, comme le disait Laurent, subir les conséquences de cette épidémie. C'est en effet une remise en question de notre métier et de la façon de le faire. Moi, je trouve que ce sondage, il nous offre un espèce de retour aux fondamentaux.
Je crois que l'enseignement, c'est celui-là. Retour aux fondamentaux, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, donc je fais très court. Quand on voit la place des journaux télévisés comme principal vecteur d'information, donc retour aux fondamentaux en termes de recherche d'une information hiérarchisée, séquencée, ordonnée, fermée. C'est retour aux fondamentaux dans la confiance dans les marques de presse et des médias, je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand on voit que voilà, 77% des gens disent qu'ils font plus confiance à l'info qu'ils trouvent par eux-mêmes dans les médias plutôt qu'à celle qui leur est envoyée sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur score jamais observé depuis que ce baromètre existe. Stuart, tu me corriges si je dis des bêtises, mais voilà, donc ça c'est quelque chose de fort. Et puis pour terminer, je trouve que ce que ça nous enseigne, c'est que il faut qu'on arrive à dépassionner tout ça. Il faut qu'on arrive à dépassionner cette époque. Quand on voit ce qu'attend de les Français, c'est donc des informations constructives, des solutions, des expertises de chercheurs spécialistes, des éléments de vérification, du fact-checking, etc. Le débat, il arrive beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on assume de faire des choix. Pierre Rosanvallon le disait parfaitement tout à l'heure quand il parlait des experts. Voilà, il faut aussi que la raison l'emporte sur la passion. Je pense que c'est un des enseignements de ce sondage. Éric Valmire, Radio France, vous avez trouvé, vous, la juste mesure entre raison et passion. Comment vous percevez, vous, ces critiques? Est-ce que vous en prenez votre part? D'abord, je vais faire comme Laurent, je vais dire que je ne vois pas ça comme des critiques. Je vois ça comme un regard. Et un regard n'est pas forcément une critique. Enfin, là, il est sévère quand même. Sévère, ça dépend de l'échelle de valeur qu'on y porte. Moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier la temporalité des choses. C'est-à-dire que ce qui est jugé est une époque où on a fait de l'information où personne ne savait rien. Et elle est jugée a posteriori. Donc a posteriori, c'est toujours plus simple, évidemment, d'avoir un regard un peu plus distancié et plus froid. Quand on est vraiment dedans, et les chiffres d'audience, comme le disait Cécile, le montraient, il y avait un besoin d'information. Ce besoin d'information s'est traduit par des records d'audience. RFI l'a mentionné, mais c'était pareil pour tout le monde. Cyril évoquait les JT qui ont retrouvé des scores titanesques. Les audiences numériques ont quadruplé, quintuplé partout. Personne, évidemment, n'en a fait la communication parce que ça aurait été indécent. Mais en période de crise, on voyait bien qu'il y avait un besoin d'information. Et nous, on est journalistes, mais on est aussi citoyens. On doit aussi être face à une situation inédite, évolutive jour après jour, où on doit essayer de comprendre en écoutant le message des autorités, des chercheurs, et d'essayer de trouver la juste mesure. Et la juste mesure en direct face à quelque chose que personne ne cerne, c'est pas simple. Donc ce regard, il n'est pas sévère, il est juste. Donc c'est pas une histoire de mea culpa ou de se dire ah là là, j'ai mal fait mon boulot. L'autocritique, on est capable de la formuler. Pourquoi ajouter de l'anxiogène à l'anxiété? Parce que dire que cette information est anxiogène, par nature, elle n'est pas enthousiaste. Donc déjà, elle est anxiogène à la base. Après, il faut peut-être revoir effectivement les éléments de contextualisation qui ont peut-être parfois manqué aussi. Mais encore une fois, tout le monde était dans la compréhension des choses. Moi, je suis journaliste, j'étais questionné comme si j'étais un médecin, mais je ne suis pas médecin. Je ne pouvais pas répondre à des questions précises, scientifiques, quand personne ne sait y répondre. Donc il y a aussi ce tempo-là qu'il faut bien avoir en tête. Et puis surtout notre principale préoccupation, à un moment où justement la confiance de la presse était remise en cause à chaque fois. D'un seul coup, il y a un climat de confiance qui s'instaure à nouveau du jour au lendemain. Mais il ne faut pas la trahir. Il faut rester donc le plus juste et être capable de dire « Attendez, nous, on ne sait pas ». Et surtout, il faut être très prudent sur la désinformation et les fake news. Parce que plus que jamais, on l'a peu mentionné dans ce sondage-là, mais plus que jamais, l'ère est celle des complotistes sur les réseaux. Encore aujourd'hui, on entend dire que s'il y a un vaccin, on nous mettra la puce 5G dedans et qu'on sera tous fliqués comme ça. Donc les thèses les plus folles circulent et elles trouvent, parce qu'on est dans une période d'incertitude où personne ne sait rien sur rien et sur ce que sera demain, et donc les thèses complotistes trouvent un écho. Il faut faire très attention à ça et c'est notre boulot aussi. Et vous mettez le doigt justement sur le rôle de l'expert, parce que dans ces cas-là, on va vite, on cherche des gens qui vont nous parler de la maladie. Si on vous a pris pour un médecin, c'est dire que les confusions sont... Vous pensez que je n'ai pas l'allure d'un médecin peut-être? Je ne suis pas crédible en médecin. Comment est-ce qu'on trouve l'expert qui va être le bon médecin, celui qui a la parole juste, celui qui
qui passe bien à l'antenne, celui qui parle bien et celui qui est disponible. Est-ce qu'on a une grille de sélection pour trouver les bons experts? Laurent Guimier, à France Télévisions, comment on fait? On recrute un médecin. Voilà, on vient de recruter Damien Mascret, qu'on a beaucoup vu pendant le Covid sur nos antennes et qui poursuit la collaboration avec nous, intégré à la rédaction. Il est journaliste et médecin, et j'allais dire que la traçabilité des experts, sans métaphore autre que celle-ci, elle est extrêmement importante. On a énormément de progrès à faire là-dessus. Et je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que de se dire qu'une fois qu'on a instauré un lien de confiance avec un expert, une collaboratrice ou un collaborateur qui est digne de foi, puisque sur une période assez longue, ce qu'il a dit n'a pas été démenti et même été utile, de faire en sorte que cette personne travaille avec nous de façon pérenne et sur toutes nos antennes. Stuart Shaw, vous avez un mot à rajouter là-dessus? Oui, pour abonder un peu dans le sens de ce que viennent de dire Eric et Laurent, nous avions réalisé une étude, alors là, juste aussi, encore une fois, avant la crise, sur l'exposition des Français aux fake news dans le domaine de la santé. Et les chiffres sont assez frappants, puisque 91% des Français considèrent que la santé est le domaine qui est particulièrement le plus exposé aux questions de fake news. Et 37% de ceux qui déclarent que le domaine de la santé est exposé ont déjà eux-mêmes et personnellement été confrontés à une fake news dans le domaine de la santé. Donc c'est dire effectivement que cette confiance-là en l'information, notamment sur des questions de santé, est un travail de longue haleine. Les experts, pour vous, à Radio France Internationale, la question s'est posée également? Bien sûr, toute personne mise à l'antenne, la question se posait. Alors, on n'a pas embauché de médecins, on a un réseau, on a une émission quotidienne consacrée à la santé, et c'est vrai qu'on a un réseau de fidèles, alors voilà, de médecins qui interviennent régulièrement sur moult sujets. Là, évidemment, on a un peu plus fidélisé les épidémiologistes que les autres, et surtout, ce qui a marqué nos antennes, je pense, sur RFI, ce sont les experts, les regards d'ailleurs. On a dans notre réseau les spécialistes, épidémiologistes qui travaillent avec les instituts Pasteur dans le monde entier, à Dakar, à Nairobi. Et cette expertise-là, elle nous était nécessaire parce que l'un des enjeux de nos antennes à ce moment-là, et de notre antenne en français et dans les langues africaines, c'était de voir la pandémie arriver par l'Est, venir d'Asie, et être en train de recouvrir l'Europe, et de se demander ce qui allait se passer en Afrique. Et c'est vers ces auditeurs-là, vers ces audiences-là qu'on devait vraiment avoir prioritairement un message à faire passer dans l'exercice de notre métier, comme le disaient tous ceux qui sont ici, en se questionnant en permanence, mais en ayant, alors peut-être en rencontrant ce que les publics attendent aussi du journalisme plus pédagogique, du journalisme de solution, là en l'occurrence de prévention, de façon à pouvoir, et c'est avec ces paroles expertes venues du Sud, au sens large du terme, qu'on arrivait à faire passer ces messages. Est-ce que c'est pas justement à un moment comme ça qu'il faut se tourner vers des experts à l'étranger? C'est-à-dire que l'italien qui va avoir plus d'expérience que l'infectiologue français va être plus pertinent aussi. Est-ce qu'on a été trop hexagonal éventuellement dans la recherche de scientifiques ou d'experts? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à cette question-là, puisque sur les antennes des confrères et dans les journaux, les reporters qui allaient en Italie rapportaient de la parole experte venue des spécialistes italiens qui disaient attention, regardez ce qui se passe chez nous, ça ne va pas tarder à arriver chez vous. Donc je pense que là, oui, bien sûr, la parole venue de l'étranger, mais enfin, il ne faut pas la sacraliser plus. Il y a aussi des fake news à l'étranger, il y a aussi des charlatans aux États-Unis, et je pense qu'il faut vraiment avoir cette grille de vérification aussi pour la parole de ces experts-là. Et vous avez eu un débat sur le sujet ce matin. Je pense que c'est indispensable d'avoir quasiment une grille de lecture scientifique, mais nous ne sommes que journalistes. Donc à l'usage, voilà, à l'usage, on se rend compte de ce qui est de bonne aloi sur les antennes. Cyril Petit, sur l'expertise au Journal du Dimanche, qui est votre journal. Il y a les experts qu'on voit, qu'on entend, qu'on cite, et puis il y a tous les experts qui sont des sources. C'est aussi un des enjeux, c'est-à-dire que nous,
pendant la période, on a une journaliste historiquement spécialisée santé qui on a tout réorganisé, la rédaction, donc qui a été épaulée par d'autres qui se sont formés, y compris des journalistes de sport qui se sont formés rapidement au journalisme de science, ce qui n'est pas très simple, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait ça avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il y a les experts doivent aussi nous aider à construire de l'information, à vérifier des choses et pas seulement à balancer la parole de l'expert comme ça, en mode bah voilà, je te balance la parole de l'expert et puis toi lecteur tu fais un peu ce que tu veux avec. Je crois qu'il y a aussi tout un sujet autour de la contextualisation de la parole de l'expert également, et puis finalement c'est aussi une question de temporalité, de se dire bah on va prendre notre temps de bien mettre en scène l'information et aussi la prise de parole des experts. Comment encadrer la parole de l'expert? Éric Valmire, est-ce que vous avez eu le temps d'y penser, d'y réfléchir, de le pratiquer, cet encadrement-là? Moi, je pense que la parole de l'expert, c'est un élément, mais ça reste un élément parmi tant d'autres. Et qu'on s'est trop penché sur la parole de l'expert parce que justement, on avait besoin d'un regard qui vienne d'en haut et qui nous apporte la vérité suprême, ce que l'expert ne peut pas incarner. Donc, l'encadrer, c'est d'abord lui redonner sa valeur humaine. Ensuite, je crois que, et Cécile l'a abordé d'une ou deux formules, je crois que le plus important dans un moment, parce que pardon, mais aujourd'hui, c'est comme si le mois de mars et le mois d'avril étaient loin. Mais rappelez-vous le mois de mars, ce que c'était. Sans donner les secrets de cuisine des rédactions, mais les rédactions, elles ne pouvaient pas bosser. Sortir dehors, c'était quand même une crainte. Un reporter qui allait sur le terrain, il fallait qu'il soit volontaire, et c'est limite s'il ne prenait pas un scaphandre pour sortir. Non, mais il faut penser ça. Et dans une France confinée où il n'y avait plus aucun lien social, le reporter a représenté un lien social. Dans les campagnes, partout où on allait, d'un seul coup, les premiers reporters étaient accueillis à bras ouverts. Je pense des reporters de France Bleu en région notamment, c'était le cas, mais vraiment le cas. Et donc, il ne faut pas oublier cette forme-là qui était aussi le journalisme de solution qu'a cité Cécile. Parce que les initiatives de terrain qui reviennent d'ailleurs en première position dans le sondage, c'est que justement, on a vu à quel point le journalisme de solution allié avec des enquêtes de fond sur les polémiques, quand il y avait les polémiques sur les masques par exemple, eh bien, un travail d'enquête journalistique, là, apporte quelque chose. Pourquoi on n'a pas de masque alors que normalement tout le monde devait en avoir ? Par exemple. Et puis là, on voit en journalisme de solution des petites entreprises de textiles en région qui se reconnectent et qui vont d'un seul coup faire des masques, alors que ce n'est pas leur secteur d'activité. Bon, ben, ce genre de petites initiatives, c'est aussi intéressant que la parole d'expert, parce que ça montre que le pays se mobilise pour justement essayer de trouver des solutions face à une crise inédite qu'on ne connaît pas. C'est aussi ça le rôle du journalisme. Le journalisme de solution ou le journalisme utile, comme on a pu le voir dans votre enquête, est-ce que c'est vers ça que vous allez orienter la ligne éditoriale de France Télévisions à la rédaction, par exemple, Laurent Guimier? Ah, vaste question. Vous avez 2 minutes. Non, le journalisme de solution ou le journalisme de construction ou constructif, il fait partie intégrante du projet qu'a défendu Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, dans l'optique de son second mandat, et je suis donc dans ces fonctions amené à développer ce projet. Ça tombe bien, j'y croyais, et maintenant il faut l'expliquer. Et il faut d'abord l'expliquer dans les rédactions, parce qu'on est dans une forme de paradoxe, c'est que ce journalisme de solution, le sondage l'a dit, il a meilleure presse finalement dans le public que dans les rédactions, on va le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté lorsqu'on évoque des termes de cette nature. Pour faire très simple, le journal des bonnes nouvelles, comme ça on met la poussière sous le tapis et on n'évoque pas les vrais problèmes, disons-le clairement. C'est pas du tout ça, hein, le propos, le projet. D'abord, ce journalisme de solution, ce journalisme constructif, on en fait déjà, et de tout temps. Il a fait partie des propositions éditoriales, des lignes éditoriales des médias, des lignes éditoriales du service public. Éric le disait, je suis de service public à service public, mais effectivement les initiatives de France Bleu, les initiatives de terrain des reporters, c'est ce que nous vivons à France 3 dans le réseau, et que nous essayons aussi et que nous nous efforçons de relayer
dans le bon sens du terme sur les antennes nationales, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, en faire, non pas une doctrine, mais enfin se dire que ça doit être un principe de production de l'information lorsqu'on la pense, que de se dire, ce que j'appelle, il faut terminer le boulot. C'est-à-dire qu'on aborde un problème, il y a un problème, on l'évoque, on l'expertise, on débat dessus, et puis il fait partie, je pense, du traitement d'une question que d'essayer de trouver des solutions, de les identifier, parce que, et je pense que c'est plus profond encore que de se dire juste on termine le boulot, c'est, je pense, la bonne justification du journalisme d'aujourd'hui, mais c'est aussi le bon, je pense, positionnement des journalistes vis-à-vis des citoyens et des sphères politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pire des choses serait qu'on continue à penser, nous, journalistes, nous, rédactions, que le politique est la solution à tout, et puis qu'on est là pour traiter la question de la relation entre les politiques, les citoyens, ou des citoyens, des politiques, et puis les choses s'arrêtent là. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'initiatives, qu'elles soient d'ordre associatif, coopérative, individuelle ou économique, elles ont lieu sans la sphère politique. Et donc, c'est à nous, journalistes, d'aller directement sur ce terrain associatif, coopératif, entrepreneurial, pour traiter des informations, encore une fois, sans un prisme politique, qu'il soit ni positif ni négatif. Quand on dit les solutions, c'est forcément pour cacher les mauvaises nouvelles, non, il s'agit juste de relater une réalité sur le terrain qui est de très très loin et qui échappe de très très loin à toute préoccupation politique ou idéologique. Alors, et pour, un exemple concret, par exemple. Pardon, Catherine, pour compléter ce que... Je voudrais juste rembrayer pour avoir une illustration de ce qui se passe dans un journal. Patatras, Bridgestone ferme. Des centaines de personnes sont au chômage, c'est la crise économique. Comment on apporte un contrepoint quand on est journaliste, quand on arrive devant ce type de mauvaises nouvelles ? Ah bah non, mais on la traite. Enfin, l'idée n'est pas de. Mais après, non, mais l'idée n'est pas d'ériger. C'est pas. Non, mais c'est pas sur chaque sujet se dire 50% de négatif, 50% de positif. C'est pas du tout ça l'objectif. C'est de se dire dans une perspective globale du traitement de l'information, comment on est capable, mais pas le jour où il y a Bridgestone, mais de se dire que peut-être sur ce territoire, mais ailleurs. Et pas en contrepoids ou pas forcément en réponse sur une affaire précise, de se dire comment les choses vont finalement pas si mal, parce que quand cette affaire tombe, les choses ne vont pas bien du tout, et pour personne. Et notre objectif là et notre but, c'est de faire en sorte que, alors là pour le coup, on ait un traitement social, économique et politique de cette question, ce qu'on a fait d'ailleurs dans notre émission Vous avez la parole. Je fais une pub rétrospective, comme ça il peut pas être suspect, mais le Premier ministre était invité sur le plateau et un couple de salariés de Bridgestone a échangé avec le Premier ministre. Bon, là on est dans un traitement journalistique plus classique. L'enjeu, c'est de se dire que cette affaire, on ne va pas la laisser comme ça, on va la suivre, et peut-être que dans le cadre d'autres affaires, on sera capable d'apporter du positif aussi lorsqu'il s'agit d'imaginer la reconversion d'un territoire ou d'une catégorie de personnel. Éric Valmire ? Non, je voulais simplement dire, parce qu'avec Laurent, on est vraiment sur la même ligne sur ces histoires-là. Un fait est un fait. Et Bridgestone, il n'est pas question de faire une actu positive. Elle est par nature dramatique. Donc, il faut rester sur cette ligne-là. Le journalisme de solution, c'est pas du positif que d'un seul coup va embraser tous les journaux. C'est des petites touches sur des sujets très spécifiques. Et tout ne se prête pas au journalisme de solution. Il y a deux thématiques, en fait. C'est l'écologie et l'environnement, pour le moment. Parce que l'environnement, avec le réchauffement climatique, c'est souvent des chroniques d'une catastrophe annoncée, alors qu'on peut aussi prendre l'autre versant, c'est-à-dire relayer des initiatives locales, individuelles, collectives, qui vont dans le sens justement de petites gouttes pour améliorer les choses. Voilà, c'est simplement, il faut procéder par petites touches. Et Laurent a raison, c'est pas du feel good, il y a vraiment il s'agit pas de faire le journal des bonnes nouvelles, c'est pas ça du tout. Mais il y a une pédagogie à apporter sur ça. Cécile Mégy ? C'est aussi peut-être se rapprocher de nos audiences, de nos auditeurs, c'est valoriser des actions
qui ne sont pas du niveau politique, qui ne sont pas du niveau institutionnel. C'est désinstitutionnaliser en quelque sorte nos informations. Et je pense que la période qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore est peut-être un accélérateur de ce phénomène-là. Parce qu'on va chercher, évidemment, il y a de la demande, on va chercher les initiatives qui peuvent répondre à cette demande. Et je pense que dans l'environnement, bien évidemment, mais dans le registre de l'éducation, dans le registre... Voilà, ce sont de la culture. Il a fallu remettre de la culture sur nos antennes avec un grand C à un moment quand même, parce qu'on avait tous les théâtres étaient fermés, il n'y avait plus de programmation, plus d'exposition, plus rien, tout s'effondrait comme le sport. À un moment, on a vu poindre les initiatives culturelles dans différents lieux et dans le monde entier, et c'est ça qu'il fallait valoriser. Et là, il y a du positif, mais évidemment, on ne dit pas que la période est rose et on ne peut pas raconter cette histoire en disant c'est merveilleux, c'est impossible. Le journalisme utile, le journalisme de solution, Cyril Petit, est-ce que vous, au JDD, c'est quelque chose que vous regardez, auquel vous êtes sensible ? En tout cas, nous, on essaye, parce que le dimanche est un jour particulier où on a aussi envie de sourire, de se divertir et de s'informer avec un prisme. Donc on essaie en effet de mettre des sujets dits positifs dans tous nos supports. On a une rubrique spécifique dans le journal. On a tous les soirs dans notre édition quotidienne une rubrique qui s'appelle « Ça nous réjouit ». Et la difficulté, pour rebondir sur ce que dit Eric, c'est que si je voulais... 5 jours sur 5, je ferai des Ça nous réjouit sur les animaux, l'environnement, voilà. Et donc le sujet c'est ça, c'est comment faire aussi de l'info constructive sur d'autres thématiques que les thématiques faciles qui sont l'environnement et qui sont l'écologie. C'est-à-dire comment éventuellement faire de l'info constructive et positive sans que ce soit béni oui. Sans que ce soit béni oui, et peut-être même sur des grandes multinationales qui ont des bonnes initiatives positives, et c'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué. Et sans faire leur communication. Et sans faire de communication, mais on est pile dans le sujet, c'est-à-dire que dès qu'on relève l'initiative d'une association de manière positive, c'est bien. Dès qu'on relève l'initiative d'une grande entreprise qui ne fait pas du greenwashing, mais qui fait une vraie initiative, soit porteuse d'emploi, soit porteuse d'innovation, soit porteuse... Ah, ça doit être de la pub. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire de l'info constructive, pas seulement sur les sujets faciles. Éric Valmire fait oui de la tête. Ah non, je suis entièrement d'accord. Non, au contraire. Bien sûr, c'est le piège. Parce que mais il vient de tout dire. Si une entreprise, effectivement, va être soupçonnée de communication immédiatement, et nous, de conflit d'intérêts presque, de parti pris en tout cas. Alors vous avez dit une chose très intéressante, c'est que l'épidémie a aussi été un moment clé pour renouer ou nouer en tout cas un lien avec son auditoire, ses téléspectateurs, ses lecteurs, ses auditeurs. Vous, Cécile Mégis, ça a été l'occasion de voir qu'une nouvelle émission que vous mettiez à l'antenne marchait. Oui, alors renouer ou resserrer peut-être le lien, parce qu'il y avait un besoin de lien. Voilà, on était à l'échelle de la planète dans des situations qui se ressemblaient, c'est-à-dire qu'on était enfermés chez nous. Nous, en tant que journalistes, on avait le droit de sortir pour aller travailler, puis on rentrait chez nous, et les auditeurs étaient dans les mêmes situations, vraiment très très largement. On a mis à l'antenne une émission on a reformaté une émission qui s'appelle 7 milliards de voisins et de voisines, et qui est devenue... l'école à la radio. Parce que, de fait, alors d'autres initiatives du même type ont été menées dans le service public aussi, la déscolarisation devenait un phénomène mondial extrêmement préoccupant dans des pays où déjà la difficulté d'aller à l'école était patente. Là, on se retrouvait avec des millions et des millions d'enfants qui n'avaient plus d'école. Les écoles étaient fermées. Donc, 1 heure par jour sur RFI, on s'est dit, on va s'adresser à ce public-là, à leurs parents au moins, peut-être à eux directement, en faisant une émission articulée autour d'une séance de français, une séance de calcul, une séance de géographie, une séance de sciences naturelles, sur les 5 jours de la semaine, un conte, une histoire qui faisait office de récréation, et puis voilà, de l'interactivité, de la pédagogie, des enseignants qui étaient mobilisés autour de l'émission. Et les retours ont été immédiats et extrêmement touchants et a montré la valeur de ce genre d'émission. Alors,
la journaliste qui l'anime me dit « Ouais, mais moi j'aimerais refaire de l'info quand même. » Oui, d'accord, on fait de l'info aussi à travers ça. Hein. Et ça rejoint ce que dit Laurent Guimier. Il faut aussi qu'on arrive à convaincre certains de nos professionnels de l'intérêt informatif de ce genre de programme. Parce que là, on était dans une mission de service public majeur qui a trouvé un écho très rapide auprès des tout-petits. On était plutôt sur des âges 6-10 ans, l'éducation primaire, les petits et ceux qui les entouraient, leur mère, souvent, qui en profitaient pour réviser certaines conjugaisons, les frères et sœurs qui étaient autour pour les aider à travailler. Donc, on a créé quelque chose qui nous a pas dépassé parce qu'on va continuer à le transformer. On n'est plus sur la même forme. Beaucoup d'écoles ont ouvert. On ne va pas leur rabâcher encore de l'école à la radio le week-end, par exemple. Mais d'autres formes doivent être trouvées pour pouvoir persévérer aussi dans cette ligne-là. Ça, c'est très intéressant. Un problème, la déscolarisation, une solution, une émission à la radio. Vous avez des chiffres là-dessus, Stewart Shaw, je crois. Oui, sur la relation des médias avec leur public pendant la pandémie, on a posé la question, et c'est pour abonder dans le sens de ce que disait Cécile. Effectivement, la relation, en tout cas la démarche des journalistes et des médias qui ont voulu se rapprocher un peu plus de leur public, elle est très largement appréciée, puisque plus de 7 Français sur 10 la trouvent à la fois nécessaire, intéressante. Il y a même une petite partie qui la trouve insuffisante, notamment les plus jeunes. Donc ça prouve vraiment de l'intérêt qu'il y a à cette démarche-là. Pour autant, et c'est peut-être le paradoxe, quand on regarde les attentes des Français envers les journalistes pour les années qui viennent, en tout cas dans le contexte actuel, les reportages de terrain arrivent en tout bas de classement. Donc ça montre aussi que l'équilibre à trouver, et c'est pour un peu abonder dans le sens de tout le monde, est toujours très difficile à trouver. Laurent Guimier, comment est-ce qu'on peut répondre à ces attentes-là quand on est directeur de l'information ? On répond en répondant aussi aux questions du public, des téléspectateurs. Alors je pense qu'il y a une vraie différence entre médias, c'est-à-dire que la relation quotidienne, humaine, par la voie de formats radio, téléphonique depuis 50-60 ans. Vous pensez au téléphone sonne sur France Inter, Téléphone sonne, les auditeurs ont la parole sur RTL, enfin bon voilà, toutes ces émissions d'interactivité qui sont consubstantielles effectivement à une antenne comme celle d'Inter ou des RFI, où la présence du public est quand même quotidienne, voilà, et je pense qu'elle a été renforcée et créditée pendant cette crise. À la télévision, je ne veux pas dire que c'est nouveau, mais ça a été un retour du public, notamment sur les plateaux. On a entendu des téléspectatrices ou téléspectateurs au téléphone. On a lu des tweets, mais pas que. On a même eu des citoyens qui sont venus poser des questions à des experts, à des politiques, sur des plateaux de télévision. C'est quelque chose qui existait dans les années 70-80, qui avait disparu pendant une trentaine d'années, et qui, par la force des choses, par la force de cette crise, et puis parce qu'il y avait cette attente du public, qui est revenu. Ce que nous essayons de faire à France Télévisions, c'est de faire en sorte de ne pas ramener le public chez lui en lui disant bon, c'est bon, la crise est terminée, les experts sont de retour autour de la table, restez chez vous, restez chez vous. Ne nous méprenons pas, hein. On n'est plus dans le slogan ou le hashtag ou la recommandation pendant la crise, mais rentrez chez vous, les experts reprennent la parole. Voilà, par exemple, on a un dispositif à France Télévisions qui s'appelait On vous répond, qui était un gimmick, un hashtag, un emblème, et qui a servi pendant la crise sur les réseaux sociaux, sur le site internet, mais aussi directement à la télévision, à ouvrir ces tuyaux, à faire circuler cette information entre des téléspectateurs et des gens en plateau. Eh bien, cette logique, on l'a conservée. C'est-à-dire qu'on vous répond, c'était 100% Covid jusqu'au déconfinement, et depuis le déconfinement, c'est une façon d'interagir sur l'antenne de France Info Canal 27, tous les matins par exemple, sur tout sujet qui intéresse le public. Et effectivement, c'est quelque chose, là je parle que pour la télévision, qui avait, je pense, un peu disparu, et qui peut être finalement un acquis positif de cette crise, qui n'en a pas beaucoup, mais qui peut l'être dans le retour de cette interaction, de cette interactivité entre le public et les gens des plateaux, on va le dire comme ça. Alors justement, le public est là ce soir. Si vous voulez poser une question
aux dirigeants de presse, de télévision, de radio. Ils sont là, donc n'oubliez pas, le pupitre, il est là pour vous et vous pouvez venir poser vos questions tout de suite. Éric ? Oui, il y a un rôle clé maintenant dans les France Télé, Radio France, France Média Monde, c'est le médiateur. Et la médiation aujourd'hui, c'est vraiment en contact direct avec le public qui est versé aux rédactions. Et on a mais ça se chiffre surtout pendant la pandémie à des dizaines de milliers de mails. Donc c'est pas rien. Et donc, alors je voudrais pas faire peur à Stewart, mais effectivement dans ce baromètre-là, on n'a pas nous appris grand-chose parce qu'on l'avait quasiment en temps réel. Mais ce baromètre est utile parce qu'il est rendu public et que évidemment il va s'affiner dans des points de détail qu'on n'a pas forcément. Mais sur les grandes tendances, on les avait parce qu'il y a ce contact direct avec les services du médiateur pour France Télé, de la médiatrice à Radio France. Un médiateur au JDD, Cyril Petit ? Non, pas de médiateur, mais on répond aux mails et on est tout petit. Nous, on est la plus petite rédaction ici présente sur cette scène. Et on est aussi la seule payante. Et donc, en termes de rapprochement avec les lecteurs, il y a aussi eu, enfin directement en tout cas, Laurent, oui, voilà. Des initiatives du JDD, mais de beaucoup d'autres médias, c'est de considérer que notamment au début de cette crise, il y avait quelque chose qui devait tous nous rassembler, c'était les informations d'intérêt général. Donc, beaucoup de médias dont le modèle économique est payant ont rendu gratuit davantage de sujets que d'habitude. Nous, on devait lancer notre newsletter payante le 11 mars. Finalement, on ne l'a lancé que le 11 juin. Donc voilà, et il y a eu beaucoup d'initiatives. Le Parisien a lancé une newsletter gratuite spéciale Covid, etc. Je crois que les journalistes se sont aussi mobilisés et les médias pour se rapprocher des lecteurs sans mettre cette barrière financière pour informer sur le Covid. Grand merci à tous les 5. Pas de questions dans la salle, donc c'est peut-être que vous avez répondu à toutes les questions qui se posaient ce soir. Bonne soirée. Elle continue avec la remise des prix tout à l'heure. Merci. Merci.